Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce lundi 25 août, Hervé Morin à Dax. Bénès et les Dax, écrit de 14-18. Les musicales de Segor. 3 points de suspension au Festival du Conte et pour finir, la corrida de Réjon. La campagne en vue de la présidence de l'UDI qui se jouera au mois d'octobre est lancée. Notre journaliste a rencontré l'un des 4 candidats lors de sa première étape dans le sud-ouest. C'est à Dax qu'Hervé Morin, ancien ministre de la Défense et cofondateur de l'UDI, a rencontré et élu cadres et militants de la fédération pour échanger sur sa vision et la direction à donner à son parti. Ce que je veux en tant que candidat à la présidence de l'UDI, c'est faire de l'UDI la clé de voûte de la construction d'une nouvelle majorité d'idées. Je considère qu'on doit sortir du jeu UMP-PS d'un parti politique qui, avec ses 20%, grosso modo, capte tous les pouvoirs tous les 5 ans. Mais au contraire, faire de l'UDI la pierre angulaire de la construction d'une nouvelle majorité d'idées. À partir d'une idée simple, l'UDI doit être le facteur du rassemblement de tous ceux qui, j'allais dire des rocardiens, des sociodémocrates, jusqu'aux centristes de l'UMP, ont envie de participer et de construire un projet nouveau. Et qu'on commence d'abord par les idées et le fond. Qu'on ait l'année 2015 pour aborder les 8-10 sujets qui sont les sujets qu'on connaît tous et qui sont au cœur des problématiques. La question des institutions, le retour de la confiance dans la démocratie, le retour de la croissance, une politique du logement, l'égalité des chances, parce que vous ne pourrez pas créer de la croissance et avoir une économie libérée si en même temps vous n'avez pas les clés de la justice. Mais la justice, c'est pas simplement de distribuer des subsides. La justice, c'est au contraire d'essayer de faire en sorte que chacun puisse s'en sortir et puisse faire émerger son talent. Donc c'est les politiques sur l'éducation, sur la formation, etc. Bien entendu, dire aux Français qu'une partie de notre souveraineté dépend de la construction d'une Europe forte. Bon. Donc construire ce projet politique. Et ensuite viendra le temps de savoir si l'homme ou la femme portant ce projet est issu de nos rangs ou est issu de cette majorité d'idées que nous voulons construire. Opposé à 3 autres candidats dans la campagne à la présidence de l'UDI, Hervé Morin affirme que pour lui, ce ne sera pas un tremplin pour les présidentielles. Moi, je ne considère pas que la présidence de l'UDI, ça devient l'obsession de l'élection présidentielle. J'en ai marre de cette obsession où chacun est candidat à l'élection présidentielle. Moi, j'ai vraiment pour moi 2 priorités absolues. C'est que l'UDI ne devienne pas une aventure personnelle, parce que sinon l'UDI va se fracasser. Et la deuxième, c'est d'être facteur de construction de cette majorité d'idées. Voilà, c'est ça que je veux. Après, les autres sont peut-être plus orientés avec comme objectif la présidentielle de 2017. Comme j'ai eu le bonheur de tenter cette histoire-là, je sais que ça ne se construit pas comme ça. Au mois d'octobre, les militants de l'UDI devront choisir qui succédera à Jean-Louis Borloo à la tête de leur parti. Exposition, animation, reconstitution, les commémorations du centenaire de la guerre 14-18 sont nombreuses. À Bénès et les Dax, Yves Badetz a choisi d'éditer un livre avec les écrits de son grand-père. C'est dans la maison familiale de Bénès et Dax qu'Yves Badetz a reçu famille, proches et amis pour présenter Souvenirs de captivité, un livre réalisé à partir des écrits de son grand-père, Henri-Jean Badetz, prisonnier de guerre en 14-18. J'avais envie, dans le cadre des célébrations de 14-18, de publier un carnet de dessins qui avait fait l'objet d'un amour filial, dirais-je, puisque ce carnet, on nous le montrait petit de temps en temps, comme ça, il était enfoui au fond d'une armoire, voilà, pour nous distraire. Et ce carnet est toujours resté ici, et puis le temps passant, avec les célébrations de 14-18, on s'est dit que ça avait un intérêt, certes pédagogique, parce que c'est une vision de la guerre assez éloignée des horreurs et de la réalité de la guerre, et puisqu'effectivement ce grand-père a eu la chance d'être fait prisonnier à Verdun le 2e jour des combats où il a été blessé, et il a été envoyé en captivité au camp d'Altengrabau en Allemagne après un séjour à un hôpital. Il y est resté 2 ans et a laissé ce recueil de dessins sur la vie du camp. Or, ce type de témoignages ne sont pas si fréquents que l'on puisse l'imaginer.
Et effectivement, on en est arrivé à l'idée de le publier dans le cadre du centenaire avec le concours des éditions Norma. Ce travail est en fait un travail de mémoire, c'est un ouvrage très modeste. Mon grand-père n'était pas du tout un artiste confirmé, dirais-je. Il n'a jamais dessiné par la suite, il n'a laissé que ce témoignage-là sur cette vie dans le camp, certainement en raison d'une inactivité profonde, on trouvait que c'était le moment. Le livre, préfacé par son petit-fils, ne comporte pas uniquement des dessins, notes et observations composent ce qui s'apparente à un journal de captivité. Il y a effectivement un carnet de dessins qui est intégralement publié et il y a des extraits de carnets de notes, puisqu'il y a également 2 carnets de notes, l'un qui couvre la période de 14 à 16 dans le camp d'Altengrabau et l'autre qui couvre la période de 16 à janvier 19, puisqu'il n'est rentré qu'en janvier 19 et là il était envoyé comme ouvrier agricole dans un domaine allemand. On n'a publié que quelques sommaires extraits du carnet sur la période dans la ferme allemande, simplement pour expliquer ce qu'il a fait après son passage dans le camp. Homme discret, au dire de ses proches, Henri Badetz a vécu jusqu'en 1975 dans sa maison de Bénesse-les-Dax. Avec ses dessins et ses écrits, il a laissé un témoignage rare de ce chapitre de la guerre souvent méconnu. Il nous a jamais parlé de la guerre. Mon oncle Henri était quelqu'un qui il nous intimidait un peu parce qu'il n'était pas très causant, comme on dit, mais il était très gentil, très affectueux, voilà. Ça, j'étais très surprise de voir ces dessins qui étaient un peu naïfs, hein, mais en même temps très touchants et très bien réalisés, oui. C'est très intéressant de voir ce qui s'est passé à ce moment-là, ça c'est sûr. Souvenir de captivité est à découvrir aux éditions Norma. Les musicales de Segor fêtaient cette année ses 20 ans. Emmanuel Rosfelder, guitariste, a enchanté la salle avec son répertoire classique. À 40 ans, Emmanuel Rosfelder est un monument de la guitare classique. Il remporte la médaille d'or et les félicitations du jury au Conservatoire national d'Aix-en-Provence à tout juste 14 ans. Depuis, il côtoie les plus grands et accumule les récompenses. J'ai commencé la guitare très tôt, j'avais 5 ans. J'étais assez agité quand même quand j'étais petit, donc j'aimais bien bouger. Et la guitare, on pouvait l'emmener, je pouvais travailler un coup dans le salon, un coup dans ma chambre, un coup dehors. Et ça, j'aimais bien le principe de transporter son instrument un petit peu partout. Ça a été une grande histoire d'amour qui n'a jamais cessé. Parcours à Aix-en-Provence, ensuite parcours au Conservatoire de Paris, dans la classe du grand maître de la guitare Alexandre Lagoya, qui était à la fois un grand musicien, puis à la fois un grand amoureux de la vie, qui savait tout à fait profiter aussi des choses simples. Et pour moi, ça a été la révélation de pas quelque chose de trop sérieux, de trop spécialisé, de trop compliqué. J'ai pas l'impression de faire un job, j'ai l'impression de m'exprimer à travers ma guitare, de toutes les émotions que je reçois autour. Un moyen d'expression qui est un art à part entière. La guitare se suffit à elle-même entre des mains expertes. Je joue souvent seul, parce que c'est à ce moment-là qu'on s'exprime à plein régime. Quand on joue avec un autre artiste, la guitare devient un instrument plus d'accompagnement. Moi, ce qui me fascine dans la guitare, c'est justement qu'elle fasse tout en même temps. L'accompagnement, la mélodie, 1 voix, 2 voix, 3 voix, 4 voix en même temps. On se dit, waouh, il y a plusieurs musiciens, plusieurs guitares. Et non, là, pour le coup, on est tout seul. Bien qu'il sorte un album tous les 3 ans, Emmanuel Rosfelder privilégie le contact avec le public. Un échange indispensable pour exprimer la convivialité de cet instrument. J'aimerais faire des disques avec des gens en public, parce qu'en fait, devant un micro, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut vraiment s'imaginer qu'il y a des gens qui sont là, parce qu'il ne faut pas jouer sérieux ou appliqué ou en sécurité. Il faut jouer de façon toujours concert. J'essaye toujours de jouer de manière scénique en fait.
Son talent et sa notoriété lui ont permis de voyager dans une quarantaine de pays. Cela lui a permis d'enrichir sa créativité, même si la France reste un lieu incontournable. J'adore aussi la France, je joue beaucoup, principalement en France pendant tout l'été. Donc je suis très très fidèle à ce magnifique pays qui regorge d'endroits magnifiques et d'un public fidèle et passionnant vraiment. L'artiste connaît bien la ville d'Hossegor et le fondateur des musicales, Claude Hennequin. Leur première rencontre a eu lieu il y a 13 ans et elle ne s'est pas faite par hasard. Ça fait la 3e fois que je viens. Je suis venu en 2001, en 2006. Donc à chaque fois c'était des étapes de ma vie assez nettes. En 2001, révélation de la Dami. Donc là, Claude Hennequin, directeur artistique, il est attentif à tout ça. Tac, il est venu fouiner dans le palmarès de la Dami. Il m'a engagé. En 2006, je sortais des Victoires de la musique. Où là, ça a été une étape supplémentaire vraiment merveilleuse. Une chose très rare pour un artiste. C'est une récompense qui fait un peu paillette comme ça, mais en même temps, ça apporte beaucoup publiquement. C'est-à-dire que d'un coup, la guitare classique devient un véritable instrument de concert, un instrument soliste. Et les gens, ils vont pas écouter seulement du piano ou du violon. Ils viennent écouter d'un coup aussi la guitare. Et en l'occurrence, ma guitare. Donc ça, c'était d'autant plus sympa. Donc là, pareil, Claude Tac, il était dans les parages. Donc il m'a dit, tu te rappelles, il était venu il y a 5 ans. Bon. Et puis cette année, c'est les 20 ans, donc ça me touche beaucoup qu'il ait pensé encore à moi. Et voilà, on espère qu'il y aura un petit peu de monde. Le public a répondu à l'appel et l'émotion partagée lors du concert était bien palpable. La dernière représentation des musicales d'Hossegor aura lieu le 27 août avec une soirée spéciale Hervé Hennequin, fondateur de l'événement en 1994, Hervé Hennequin qui rendra un hommage à Offenbach. Au Festival du Conte de Cabreton, la compagnie 3 points de suspension a décidé de relater avec humour l'histoire de la France-Afrique. Regardez. C'est dans la salle municipale de Cabreton que Claude Lupin et Cyril Lafont ont présenté leur spectacle intitulé La Grande Saga de la France-Afrique. On a créé ce spectacle, La Grande Saga de la France-Afrique. C'est en fait un extrait d'un plus gros spectacle qui s'appelle Niekitamola, ça veut dire l'œil voyageur en langue bambara, qui est une sorte d'exposition vidéo, machine, objet, plusieurs petits spectacles qui jouent plusieurs fois des entresorts. Ce spectacle-là, mais agrémenté d'autres, il y a d'autres comédiens qui viennent jouer sur scène. Un spectacle humoristique sur les relations entre présidents français et africains sous forme d'hommage à Daniel Ménard. Par les bruitages, les imitations et le chant, Claude Lupin crée une interaction forte avec le public. Vérifiez les infos. Ok, on le fait ou pas? J'ai rien entendu. On le fait ou pas? Donc, nous, on a récupéré un peu des vidéos, des idées, des mises en scène. Ce spectacle-là est inspiré d'un spectacle qu'il avait créé, lui, dans les années 70, pour en faire une sorte de spectacle total, comme ça, sur un truc un peu général autour du regard qu'on porte sur l'Afrique et que l'Afrique porte sur nous. Cette mise en scène comique est pourtant née d'une forte désillusion pour les deux acteurs. Mercenaire sectaire. Donnez-moi une valise de dollars. Et je vous prépare une bonne guerre. Spécialisé, assassinat, putsch, coup d'état. Katanga, comment? On a vraiment changé notre regard dès qu'on est allé en Afrique. Sur les idées reçues qu'on avait, la musique, tout ça, enfin plein de choses sur lesquelles on était assez désabusés quand on est arrivé là-bas. C'est ça l'histoire du regard, c'est ce truc bizarre par les livres, les médias, on reçoit une image de l'Afrique et pas du tout en fait celle qu'on ressent ou qu'on vérifie une fois sur place. Et du coup ça nous a amené à nous poser des questions. En parodiant la mainmise de la France sur l'Afrique, ils mettent en avant les aspects politiques et historiques de cette relation qui a duré 56 ans.
la grande saga de la France-Afrique, première partie, les indépendances du Mali. Le besoin de comprendre nous a amené à nous intéresser évidemment à la partie politique, parce que c'est hyper important de connaître cette histoire-là pour avoir un jugement, par exemple, sur la politique d'immigration d'un pays, sur plein de choses, sur le racisme, sur plein de choses. Vous trouverez dans ces pages les stratagèmes qui vous permettront de garder la main mise sur les richesses de l'Afrique. C'est notre histoire à nous, Français, et oui, c'est hyper important de la connaître. Moi, je pense que c'est hyper important de la connaître et qu'on ne l'apprend pas, elle n'est pas dans les livres d'histoire. L'objectif premier est de raconter une histoire, apprendre tout en s'amusant et même avec un sujet controversé. Quand on a découvert par exemple cette histoire-là, qui est quand même vraiment pas drôle, c'est quand même super déprimant quand tu commences à taper des bouquins sur la France-Afrique et tout ça, ben on avait envie d'en faire un truc drôle et puis un truc qui nous ressemblait en fait finalement. Ne ratez pas les dernières images du Festival du Conte prochainement avec les spectacles West Coast Story et l'excursion. En attendant, direction la Corrida de Rejón de la temporada d'Aquoise qui a été cette année un très haut niveau avec 2 oreilles et la queue pour le bénidormien Andy Cartagena. Sous un ciel ensoleillé et des arènes combles, les 2 triomphateurs de la saison 2013, Andy Cartagena et Diego Ventura, accompagnés de Raúl Martín Burgos, ont ravi le public venu en nombre lors de la Corrida de Rejón du dimanche 17 août. C'est l'Espagnol Raúl Martín Burgos qui a ouvert le bal devant un taureau pas très mobile. Le fougueux portugais Diego Ventura a fourni de belles prestations à son premier taureau, ce qui lui a valu une oreille. La mise à mort ratée de son deuxième taureau l'a privé d'un second trophée. Andy Cartagena, le bénidormien, a dès son premier taureau conquis le public par son show équestre, mais cette première prestation n'a pas touché la présidence. C'est sur son second taureau qu'il a su exprimer tout son talent, tant par sa technique taurine que par les prouesses équestres proposées. 2 oreilles et la queue suivies de la sortie à ombre sont venues récompenser le travail fourni.
Vous pourrez retrouver un résumé de chaque faena dans notre rubrique Feria Tourmachi. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne donc rendez-vous mercredi pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée.